Bonjour à tous. Donc cet après-midi, on a le plaisir d'accueillir Éric Rancourt. Alors c'est cet après-midi pour nous, mais pour Éric Rancourt, c'est de bonne heure. Il doit être presque 8 heures ce matin. Donc merci Éric pour nous rejoindre de façon si matinale. Donc Éric Rancourt est actuellement statisticien en chef adjoint à Statistique Canada. Il est responsable du secteur de la gestion stratégique des données, des méthodes et de l'analyse. Dans sa carrière à StatCan, très liée à la méthodologie, Éric Rancourt a notamment occupé les fonctions suivantes, de chef de la recherche en méthodologie, chef de la division de la coopération internationale et directeur de la méthodologie. Alors, il a travaillé sur différentes questions méthodologiques, notamment le traitement de la non-réponse, l'utilisation des données administratives et la protection des données privées. Alors, ces articles récents portent sur l'éthique des données, l'utilisation de la science des données pour la statistique officielle et l'utilisation des méthodes alternatives de collecte de données. Bon, Éric Rancourt fait également partie de nombreuses sociétés savantes, je ne vais pas les énumérer, mais notamment il est à l'IIS. Aujourd'hui, donc, Éric va nous parler, nous donner l'état de ses réflexions sur les limites de notre méthodologie d'enquête actuelle. Et il va nous parler des évolutions à apporter pour mieux intégrer des sources de données non probabilistes et contrôler les biais causés par la non-réponse aux enquêtes. Éric, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Ça me fait grand plaisir d'avoir la chance de parler au JMS 2025. Ça fait un petit bout de temps que je suis allé à des JMS et c'est mon plaisir de pouvoir renouer. Je suis très reconnaissant. Alors, je partage mon écran immédiatement. Voilà. Alors, j'espère dans cette présentation à propos de la question « Peut-on maintenir la production d'estimation valide ?» J'espère, dans un certain sens, ne rien vous apprendre. Ce ne sera pas une présentation technique, ce sera plutôt une présentation d'approche. On pourrait même dire théorique et non technique. Si je vous déçois de ce côté-là, mon but sera atteint parce que l'objectif est de nous convaincre, vous convaincre, qu'il est important de changer les approches en continuant d'utiliser les outils techniques qui fonctionnent bien. Et nous allons parler dans un contexte de sondage et enquête. Alors évidemment, il y a les données administratives, les données alternatives, tout ce qu'on pourrait considérer comme données autres que provenant d'un système probabiliste. Donc, je considère ça, mais je me situe dans le contexte où il y a toujours des enquêtes. Il va y avoir toujours des enquêtes. Faisons l'hypothèse 2 secondes que les instituts nationaux de statistique ont accès à toutes les données imaginables qui existent, sans exception. Fournir des estimations et de l'information à partir de toutes ces données rendrait les chercheurs très heureux, mais en plus de répondre à des questions, ça créerait de nouvelles questions. Et ce serait sans fin, parce que toutes les nouvelles questions, par définition, requerraient l'utilisation d'un sondage, parce que, j'ai dit au début, on a toutes les données. Donc, s'il faut autre chose, il faut nécessairement avoir des sondages. Donc, plus l'INS a d'accès aux données administratives, plus les besoins pour des données d'enquête vont être grands. Alors, je me situe dans le domaine des enquêtes. La réponse à la question, oui. Peut-on maintenir la production d'estimations valides? Oui. Et je pourrais dire, fin, c'est terminé, réponse à la question, mais allons un peu plus profondément. On peut y arriver, mais pas en maintenant les plans de sondage et les utilisations des données administratives et autres, tels qu'ils sont, les plans de sondage, telles qu'elles sont les utilisations. Alors, comment j'aborde la présentation? On va parler de non-réponse dans le cadre des enquêtes. Une non-réponse qui ne cesse d'augmenter, c'est vraiment un fléau. On va parler d'enjeux, du contexte, l'importance croissante de circonscrire, maîtriser, évaluer tous les verbes qu'on peut imaginer à propos du biais. Et on va voir que c'est une question d'hypothèse. Et je vais parler de pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on envisage, qu'est-ce qu'on a commencé à Statistique Canada.
Alors, regardons un portrait de la non-réponse. Qu'est-ce qui se passe? Je présente ici les taux de réponse pour quelques enquêtes économiques à StatCan. Quelques années avant la pandémie, on voit la grande baisse lors de la pandémie et on n'en est pas revenu et on voit qu'il y a une légère tendance à la baisse. Mais là, on est du côté des entreprises où des gens sont payés pour répondre. Ce sont des employés des entreprises. Si on regarde du côté social, les taux de réponse, c'est vraiment une dégringolade assez rapide pendant la pandémie, mais ça n'a qu'exacerbé une situation qui était déjà existante. Je me souviens très bien quand j'ai commencé à Statistique Canada il y a plusieurs années, les taux de réponse étaient bien en haut de 80. L'enquête sur la population active naviguait bien en haut de 95 jusqu'au jour où, un lundi matin, branle-bas de combat, le directeur de la méthodologie est tout en panique. Le taux de réponse de l'enquête sur la population active est à 94,8. Mon Dieu, qu'allons-nous faire? Réunion de tous les intervenants pendant 2 jours pour se demander comment sortir de ce gouffre. Et le mois suivant, on retournait à 95,1, tout était calme. Vous voyez que le contexte a grandement changé. En bleu, en haut, on a l'enquête sur la population active. On travaille d'arrache-pied pour maintenir au-dessus de 70. On se promène entre 72 et 74 avec des efforts multipliés dans les dernières années. Et les autres enquêtes n'arrivent même pas à obtenir 50 de réponses. Nous sommes dans les 40, 30 et 20 dans certains cas. Il y a même localement petites enquêtes ou certaines réponses, certaines variables où on est en bas de 20. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a évidemment des refus, mais les refus ne sont pas la raison principale. C'est beaucoup relié à la difficulté à rejoindre les personnes. Et c'est une combinaison de tout ça. Il y a des refus passifs où les gens s'arrangent pour ne pas être rejoints. Il y a des cas où on n'a pas l'information parce que ce ne sont pas des adresses, ce sont des numéros de cellulaire, etc. Bien des raisons. On a aussi la capacité à fournir à la demande une question d'employés pour la collecte, le personnel, la période de collecte. Si pour une enquête mensuelle, la période de collecte était 6 mois, on aurait des bien meilleurs taux de réponse, mais on a juste quelques semaines, quelques jours dans certains cas, comme l'enquête sur la population active. Alors, le couperet tombe et on doit passer à l'étape suivante. Euh, et la taille des questionnaires, le besoin d'information ne fait que s'accroître et il y a des questionnaires qui sont bien trop longs. Et ensuite, il y a la capacité à diffuser, même si on recueillait toutes ces informations-là, même si on y arrivait, en termes de confidentialité, protection des cellules, etc., et du point de vue éthique, si on pense à la sensibilité des données et différentes facettes, on n'arriverait pas à publier tout. Donc, on est dans un contexte très complexe où le statu quo ne peut pas être toléré. Alors, assistons-nous à un changement de paradigme. C'est ce sur quoi a travaillé Carl Sandal dans un article très récent qui est paru cet été dans la revue technique d'enquête, où il se demande, y a-t-il un changement de paradigme? Et il conclut que c'est peut-être pas un changement de paradigme. Nous essayons toujours de prédire un tout à partir d'une partie et qu'il doit y avoir une liste. Nous sommes dans le contexte de population finie, mais nous sommes plutôt dans un contexte de continuité de recherche où il faut adapter et moderniser et changer sans laisser tomber le paradigme principal. Mais il faut des nouvelles approches. Et on va parler d'approches. Avant de parler d'approche, je me demande quand sera-t-il le temps d'effectuer un virage? La non-réponse était 95, à 94, on paniquait. À 85, on était moins content, mais le problème, c'est que de 95 à 94, de 90 à 89, de 79 à 78, etc., pas trop de panique, mais quand on regarde sur 3, 4 décennies, je suis très intéressé à ce qui s'y passe sur 4 décennies, c'est ma carrière, et c'est l'importance de fournir l'information aux citoyens. C'est quand qu'on va amorcer un virage important? Est-ce que c'est quand la demande va excéder la capacité? Il n'y aura même pas lieu d'être capable de fournir toutes les informations. Est-ce que c'est quand les utilisateurs vont sonner l'alarme
et que là, on sera dans un contexte intenable, comme on voit, par exemple, dans certains cas au Royaume-Uni, leur enquête sur la population active n'arrive pas à obtenir 40 et des gros enjeux. Euh, donc, il faut changer l'approche. Et si on regarde l'opinion de plusieurs personnes, la mienne et bien d'autres experts, en particulier le rapport de l'Académie des sciences de la médecine et de la médecine aux États-Unis, en 2023, ils ont clairement indiqué que les approches actuelles ne sont pas viables. Alors, il y a des méthodes, il y a des façons de produire des estimations valides. La théorie des sondages continue d'être valide et c'est en fait encore la meilleure approche. Mais comment l'adapter euh, au contexte dont on parle? Donc, la conclusion, est-ce que c'est d'augmenter les tailles d'échantillons, les tailles de l'échantillonnage? Est-ce que c'est de concentrer les efforts là où c'est plus facile pour maximiser les taux de réponse? Est-ce que c'est de continuer à se préoccuper des CV? Ma réponse à tout ça, c'est non, comme l'émission américaine Family Feud. Euh, Plutôt, je préconise qu'on devrait réduire les tailles d'échantillons. Qu'est-ce que ça donne de tirer un échantillon de 20 000 quand on sait qu'il va y avoir seulement 8 000 répondants? Les 12 000 qui ne répondent pas, il y a d'autres choses à faire avec cet argent-là. Euh, et il ne faut pas concentrer les efforts où c'est facile. Tout méthodologiste, toute personne avec de l'expérience dans les enquêtes, c'est ça. Mais ce n'est pas toujours évident à faire, à mettre en œuvre dans la collecte. Et il faut mettre l'accent sur le biais. On doit se préoccuper grandement du biais et j'en viens, on en parle un peu. Comment faisions-nous la conception d'enquête dans les années 50 à 90, 2000, même aujourd'hui? Euh, on essaie surtout d'éviter le biais. Donc, on fait une sélection aléatoire, c'est une expérience scientifique contrôlée, et on suppose, c'est une hypothèse qui est implicite, que la non-réponse sera négligeable, petite et si pas petite, sans effet. Donc, on rencontre les critères de sélection aléatoire et de non-réponse négligeable. Et ensuite, une fois que ça c'est établi, on essaie de réduire la variance en ayant des échantillons le plus grand possible étant donné le budget disponible. Et on essaie de calibrer pour stabiliser les choses. Donc, dans ce monde, les années 80, 90, 70, 2000, qu'est-ce qui se passe avec l'erreur? C'est le biais au carré plus la variance, comme toujours. Mais si on fait l'hypothèse que le biais est près de zéro, l'enjeu, c'est vraiment la variance. Et avec raison, les méthodologistes se sont penchés de tout temps à réduire la variance au maximum. Maintenant, nous sommes dans le contexte de programmes statistiques. Je ne parle pas d'enquête, je dis programme parce qu'il y a plus que les enquêtes. Est-ce que nous avons, regardons comment on évite le biais, est-ce que nous avons une sélection aléatoire? Bien, pour les enquêtes, oui, pour l'échantillon, mais pas vraiment pour les répondants. S'il y a 20 de répondants, les 80 qui n'ont pas répondu, je ne sais pas quel est le mécanisme de sélection. Et si on parle de données alternatives, beaucoup de prédictions qui sont faites à l'aide de l'apprentissage automatique avec des méthodes d'IA ne partent pas sur une base d'échantillons aléatoires. Ce n'est pas aléatoire. Alors, pour éviter le biais, les critères ne sont pas remplis. Mais on continue de remplir les critères en termes de variance. On a des grands échantillons, des grands fichiers, on peut calibrer. Donc, on a les critères du point de vue de la variance. Alors, quel est l'enjeu ici? On est capable de réduire la variance, mais le biais grandit, ou en tout cas le biais potentiel, euh, peut être énorme, et c'est là que devrait être notre attention. Juste une réflexion. Prenez un analyste qui utilise les données de nos enquêtes et demandez-lui ou elle si vraiment un CV de 2 ou de 3 va avoir une différence. Sérieusement, si quelqu'un prenait conscience du fait que dorénavant, les CV sont 7 au lieu de 5 ou 21 au lieu de 15, etc., vraiment, est-ce que ça va faire une différence dans leur vie d'analyste et d'utilisateur? Et ça, ces changements-là seraient la conséquence d'une coupure de 50 de l'échantillon. Pour faire le calcul, c'est proportionnel à 1 sur n carré.
en simplifiant, et je mets de côté consciemment et par exprès, délibérément, le fait qu'il y a un besoin pour des données désagrégées. Je comprends ça, mais là, je veux juste parler de la théorie de base qui est variance. Donc, il y a beaucoup d'espace entre l'échantillon actuel et un échantillon coupé de 50 Si ce n'est 10, 15, 20 ça pourrait libérer de grandes quantités de ressources. Alors, si on regarde de façon générale les travaux de Xiaoli Meng dans un article de 2018, où il se demande, et ça c'était en partie déjà existant, mais j'aime bien la façon qu'il présente, quelles sont les sources d'erreur lorsqu'on utilise des données. Et ici, ce n'est pas nécessairement dans le contexte des enquêtes, c'est de façon plus générale, tout fichier de données. L'erreur est fonction de la relation entre le sujet qu'on mesure, la santé, l'éducation, le travail, et le fait d'être ou de ne pas être dans le fichier, dans l'échantillon final. C'est aussi relié à l'écart qui existe entre ce qui est dans le fichier qu'on a sous la main et ce qui n'est pas dans le fichier qu'on a sous la main. Et évidemment, la variabilité des données. Dans la population, si tout le monde a la même valeur, il n'y aura pas beaucoup d'erreurs. Si tout le monde a une valeur différente, il peut y avoir une différence. Donc, il faut tenir compte de ces choses-là. On en tient compte, mais le point numéro 2, l'écart entre les unités dans et hors de l'échantillon, est quelque chose qu'on devrait regarder bien davantage. Alors, qu'avons-nous fait à StatCan? D'abord, on a décidé d'essayer de moderniser nos programmes dans l'approche en préconisant l'utilisation des données administratives ou autres que sondages, a priori, pour ensuite entrer des enquêtes, idéalement pour valider qu'est-ce qu'on a dans les données admin ou pour donner un point d'ancrage théorique, ou bien pour compléter ce qui manque dans les données admin. Mais je dirais que ça n'a pas été implanté très profondément. Bien sûr, on utilise les données admin, bien sûr, on calibre, bien sûr, on les utilise en remplacement de non-réponses, etc. Mais on n'a pas vraiment effectué un virage à 180 degrés où tout est basé sur les données d'admin et des enquêtes en complément. Il y a un ou deux programmes qui fait vraiment ça, mais la majorité des au-delà de 400 programmes qu'on a ne sont pas là. Et les enquêtes continuent. La non-réponse, c'est écrit diminue, mais la réponse ne diminue pas, la non-réponse augmente. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, bien vu que la non-réponse augmente, on doit être transparent, on doit l'expliquer, et parfois les conclusions sont plus difficiles à atteindre avec certitude, en tout cas avec grande probabilité, fait qu'on a davantage de notes de bas de page pour expliquer les limites, ce qui est une bonne chose, mais il faudrait aller au-delà de ça. Et on a des augmentations très significatives des efforts de collecte. Une grande partie de la culture de collecte continue d'être visée, des taux de réponse, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ça ne répond pas aux besoins de contenir le biais. Ça continue de répondre aux besoins de minimiser la variance. Bon, en même temps, peut-être souhaiter qu'il n'y ait pas de biais. Alors, regardons un peu les hypothèses avant d'aller plus loin. Quelles sont les hypothèses ou comment sommes-nous davantage dépendants aux hypothèses lorsque les taux de réponse diminuent? Un ensemble d'hypothèses, c'est un modèle. Donc, dans le contexte où on est dans le non-probabiliste ou dans la non-réponse, il doit y avoir de la modélisation et essentiellement, les INS sont ou sont portés ou devront être ce que j'appelle des modeling powerhouse, des forces de modélisation, parce qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir, il faut faire des hypothèses. Et l'hypothèse principale, c'est que l'espérance de ce qu'on a dans l'échantillon des répondants, Y chapeau S, c'est l'échantillon pour les répondants, c'est égal à ce qu'il y a du côté des non-répondants et idéalement, c'est égal à ce qu'il y a, ce qu'on aurait eu si on avait eu tout l'échantillon.
Et bon, avec la théorie des sondages, l'espérance, c'est que le but, c'est d'utiliser une méthode qui va donner une espérance qui est la valeur dans la population. Donc, on utilise et on va utiliser davantage de modèles. Et quelle est notre responsabilité en tant que producteur de statistiques officielles? Il faut valider les hypothèses. Donc, comment on valide les hypothèses? Il y a plusieurs articles, plusieurs travaux qui ont été faits là-dessus. Même notre président de session, Éric Lesage, a travaillé sur la non-réponse non aléatoire. Je n'ai pas une bibliographie exhaustive ici. Donc, on pourrait essayer de rendre les hypothèses valides dès le départ en ayant des plans de sondage qui en tiennent compte. Groves et Heringa ont travaillé là-dessus. On pourrait essayer de valider les hypothèses. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que la théorie existe depuis longtemps. C'est l'échantillonnage à deux phases ou le sous-échantillonnage, travaux qui ont été faits par Hansen et Hurwitz dans les années 40, dès l'instauration des sondages dans le contexte des statistiques officielles. On pourrait faire des échantillonnages de vérification, ce que Li Chung Jiang appelle audit sampling. C'est aussi une option. Et on pourrait concevoir les enquêtes ou les programmes dans un contexte bayésien où on pourrait voir les enquêtes comme une façon de bâtir une distribution a priori qui va servir dans un contexte bayésien pour pouvoir produire des estimations finales. Rao et Ganguly avaient travaillé là-dessus dès le début des années 70. Ça, c'était pour les enquêtes. Et si on regarde le contexte des données administratives, ben c'est essentiellement la même chose. On utilise les données admin pour compléter les enquêtes ou pour amener d'autres informations. Mais ce sont des échantillons non aléatoires. Le mécanisme de sélection ou le mécanisme de détermination de qui se retrouve dans le fichier n'est pas connu. Et il y a aussi des données manquantes. Alors, il n'y a pas de contrôle scientifique. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là? C'est un peu la même chose. Donc, on pourrait augmenter l'utilisation des données admin, mais il va falloir caractériser ce qui n'est pas dans le fichier. Donc, on peut... Ça se fait régulièrement. Je reviens à ce que j'ai dit au début. J'espère ne rien vous apprendre de nouveau. Vous allez voir, on va aboutir bientôt. On peut intégrer les données admin avec les enquêtes, avoir des plans combinés, calibrer. On s'en sert pour des estimations pour petits domaines, etc. À StatCan, nous avons quelques programmes, comme j'ai mentionné, comme le programme du logement, qui est basé exclusivement sur l'utilisation de données administratives. Il n'y a pas d'enquête dans ce cas-là. Donc, dans le contexte des données admin, on fait une hypothèse toute similaire à celle des enquêtes, c'est-à-dire que l'espérance de la moyenne des données administratives pour une variable donnée, c'est la moyenne dans la population, donc sans biais. Et on utilise beaucoup de modèles dans ce cas-là. Et encore une fois, il faut valider les hypothèses. Alors, au lieu de travailler sous l'hypothèse que la non-réponse ou que le biais est nul ou petit, pourquoi ne pas travailler explicitement sous l'hypothèse qu'il y a un biais et qu'il n'est pas nul? Si on fait cette hypothèse, les plans de sondage actuels ou les approches qui utilisent des plans de sondage actuellement ne tiennent pas compte pleinement de cette hypothèse. Il manque quelque chose. Alors, peut-être devrions-nous faire un sous-échantillonnage des non-répondants. Je comprends très bien que ce n'est pas simple. Il y a les mêmes enjeux de non-réponse, mais avançons un peu dans cette direction pour quelques minutes. Si on avait ça, on pourrait corroborer les résultats d'enquête ou invalider, mais au moins avoir une idée de la différence entre les répondants et non-répondants. On pourrait s'en servir pour identifier les différences locales, c'est-à-dire que ça peut être vu tout ça comme un plan de contrôle de la qualité où, quand il n'y a pas de différence à un niveau très élevé entre répondants et non-répondants, on inspecte moins, mais si on trouve des différences dans un département ou une grande ville ou une région, on inspecte un peu plus dans ce côté-là. Inspecter ici correspond à
augmenter notre échantillon des non-répondants pour aller essayer de vraiment valider l'hypothèse de non-biais ou d'analyser le biais s'il y en a. Donc, on informerait au minimum les utilisateurs, les analystes, et si on a une approche intégrée dans un budget donné avec un échantillon réduit où on diminue un peu notre effort de minimisation de variance et augmente notre effort de mesure du biais, on pourrait avoir des moyens d'ajuster les plans de sondage et ça peut être fait de façon en temps réel lors de la production, mais ça pourrait être fait a posteriori en ayant des périodes de collecte plus longues de façon à ce que globalement, un INS acquiert de plus en plus d'informations sur les différences entre répondants et non répondants. Et si on est prêt à ajuster des grandes enquêtes qui fournissent des données à la comptabilité nationale avec euh, des mécanismes qui datent de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans et même 10 ans pour certains facteurs d'ajustement. On pourrait certainement, dans les enquêtes sociales, avoir des facteurs d'ajustement qui datent du mois dernier ou d'il y a 3 mois lorsqu'on se permet de dépasser un peu la période de collecte pour s'en servir la fois suivante. Donc, on pourrait, c'est ce que je dis, on pourrait enrichir les ensembles de données, augmenter notre compréhension des variables qui sont reliées à la non-réponse et peut-être au biais. Et ceci nous permettrait de construire des plans intégrés d'enquête beaucoup plus solides. Euh, dans le contexte des données admin, même chose. Je ne répète pas, là, mais on pourrait faire un sous-échantillonnage des unités qui sont hors de l'échantillon, souvent dans le contexte de machine learning, les gens appellent ça OOS, out of sample ou out of scope. OOD, pardon, out of domain, en dehors du domaine. Donc, on a un fichier de données admin, pourquoi ne pas aller tirer un échantillon pour ce qui n'est pas couvert par les données admin? Alors, une avenue possible, comme j'ai mentionné, c'est de créer un système et une culture d'inspection pour valider les hypothèses à même le budget total d'une enquête où on prend un échantillon un peu plus petit et on intègre cette inspection-là. Est-ce que ça marche? Bien, la théorie existe, les approches existent, on pourrait valider les résultats, on pourrait ajuster les estimations et je pense qu'on devrait lancer de telles enquêtes dans les INS. Ça a été fait par-ci, par-là, mais si les taux de réponse continuent de diminuer et qu'on se retrouve suite à des chocs, il pourrait y avoir des brèches dans certaines INS, il pourrait y avoir des enjeux informatiques, il pourrait y avoir toutes sortes de choses qui font que les taux de des événements dans la société, pandémie ou autres, des cataclysmes, je ne sais quoi, les taux de réponse pourraient continuer de diminuer de façon très significative. Alors, qu'avons-nous fait à StatCan? En 2024, nous avons fait un test, l'enquête sociale générale, une enquête pour laquelle le taux de réponse était 30 ce que j'appelle l'enquête principale ici. Seulement 30 de réponse à l'enquête principale. Alors, on a tiré un échantillon, c'était un test. On s'est dit, on va prendre 400 unités parmi les non-répondants et on va vraiment expliquer à l'équipe de collecte qu'il faut mettre un effort sérieux. Et oui, il y a eu des coûts. Les coûts de collecte ont multiplié presque par 10, par 8, je crois, quelque chose comme ça. Mais on avait un petit échantillon et on voulait vraiment comprendre ce qui se passait. On a simplifié aussi le questionnaire, mais le point est que l'enquête des non-répondants a eu un taux de réponse de 70 Il faut le faire. 30 de non-réponse dans l'enquête principale et parmi les non-répondants, on réussit à avoir 70 de réponse. Ceci montre que c'est faisable, c'est possible. On peut faire confiance à un échantillon de 70 de réponse si on est prêt à publier des estimations à partir d'une enquête principale où le taux de réponse est 30 Pourquoi pourquoi n'aurions-nous pas confiance en un sous-échantillon avec un taux de réponse de 70 Donc, l'approche est viable. C'est faisable. C'est une question de mise en œuvre et de priorisation
de l'échantillon. Et ce faisant, on a regardé aussi d'autres améliorations qu'on pourrait faire. On peut jouer avec le nombre de degrés, réduire le nombre de degrés pour augmenter l'efficacité, réduire la fréquence de collecte, toutes sortes de choses qu'on a regardées du point de vue de la collecte pour compléter les efforts. Mais le point principal, c'est assez simple, puis le point central de ma présentation, c'est qu'on devrait faire des enquêtes des non-répondants ou autres approches. Ça peut être par appariement lorsqu'on a des données de recensement, mais ça va se faire bien pour le mois ou l'année où le recensement a lieu, mais en d'autres temps, on a moins un point d'ancrage. Alors, je conclus. On aura du temps pour les questions, mais je pense qu'il est temps d'agir. On ne devrait pas être la grenouille dans le chaudron ou l'eau au bout et passant de 1 degré à 1 degré supplémentaire. Ce n'est pas tellement plus chaud. On réussit à l'endurer. Donc, la grenouille reste dans l'eau. Elle ne se sauve pas. Éventuellement, elle meurt. Les taux de réponse des enquêtes diminuent. Le passage d'un point de pourcentage de réponse au point suivant, ce n'est pas tellement grave. Mais quand on regarde de passer de 80 à 20 c'est assez drastique. J'étais au congrès américain de l'Association des sondeurs, AAPOR, American Association for Public Opinion Research, et l'an dernier. Et il se remémorait le bon temps où, dans les sondages, il y a environ 30 ans, les taux de réponse étaient entre 25 et 30 et la personne faisait une présentation pour montrer que c'est presque plus possible. En fait, ce n'est plus possible dans leur contexte d'obtenir quoi que ce soit en haut de 10 Lorsqu'ils atteignent les 6-7 en haut de 5, ils sont bien heureux. Mais ils ont les statistiques officielles sur lesquelles calibrer. Donc, les INS, nous produisons des statistiques officielles. Ça permet à beaucoup d'autres de calibrer. Qu'en sera-t-il lorsque nous aurons passé sous la barre des 30, ce qui est commencé dans certains cas, sous la barre des 20, sous la barre des 10, si jamais on atteint 5-6 sur qui allons-nous calibrer? Alors, il est temps d'agir. On doit travailler sous l'hypothèse que le biais n'est pas nul. Et sous cette hypothèse-là, ça ouvre quelques possibilités. Ça l'amène une imputabilité accrue. Parce que si on fait cette hypothèse-là et qu'on ne mesure pas le biais sur le terrain, c'est presque une faute professionnelle, sachant qu'il y a le biais et qu'on ne le mesure pas. Alors, on est sur le bord du précipice. Il va falloir mesurer le biais. Et je ne dis pas que personne ne mesure ici dans la salle ou en ligne. Ce n'est pas fait de façon assez globale et concertée dans l'ensemble des agences statistiques dans le monde, en tout cas au moins pour ce que j'ai vu. Et il faut renforcer une culture de suivi. C'est essentiellement l'approche de contrôle de la qualité. Ici, contrôle de la qualité du biais. On veut pouvoir le mesurer et on n'a pas besoin beaucoup d'aller fouiller dans le détail, comme la production d'une usine qui sort des éléments. On inspecte, il n'y a pas d'erreur, on inspecte moins. Il y a des erreurs, on inspecte plus. On investigue le biais, on trouve une différence à un niveau. Alors, on va voir plus en détail. On trouve des pochettes d'endroits où le biais, où la différence entre répondant et non-répondant est grande. Alors, on inspecte un peu plus. Et si on avait un plan d'expérience de contrôle de la qualité incorporé avec le plan de sondage, alors on se retrouve dans un contexte où, peu importe le taux de réponse, nous sommes toujours dans un contexte où il est possible de produire des inférences valides à partir de nos enquêtes. Je vous remercie. Alors, merci Eric pour cette présentation. Alors, tu nous as dit qu'on était au bord du gouffre. Alors, je ne sais pas si on doit être effrayé ou rassuré que tu nous aies prévenus. Alors, il ne faut pas que ça nous empêche de poser des questions. Donc, on a une dizaine de minutes pour poser les questions. Donc, on va commencer par les questions dans la salle, que je ne vois pas, mais voilà. Il y a des questions.
Vas-y Pascal, vas-y, puis j'en poserai une après. Ouais. Oui, bonjour Eric, Pascal Hardy. Bonjour. Merci pour la présentation. J'avais c'était mélange de remarques et de questions là, concernant les hypothèses, la validation des hypothèses. Je suis un petit peu perplexe quand même. Déjà, pour pouvoir valider des hypothèses, il me semble qu'il faudrait, dans la perspective où on tirerait un échantillon de non-répondants, il faudrait quand même un échantillon de non-répondants relativement gros, quand même, pour pouvoir en tirer des conclusions. Ce qui n'est pas évident à faire passer comme idée, c'est-à-dire dépenser du budget pour faire une enquête auprès des répondants, je ne suis pas sûr qu'on soit complètement prêt à ça. Alors je comprends bien que c'est ta préconisation, mais ça va prendre un petit peu de temps. La deuxième chose, c'est que dans les enquêtes, il y a quand même beaucoup de variables. Donc ça veut dire que c'est quand même un problème par variable. Donc quand il y a des centaines de variables, ça va coûter cher. Et puis je termine par une vraie question, c'est si on conclut négativement, c'est-à-dire que si l'hypothèse ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait ? Ce sont des questions très pertinentes. Convaincre tous les intervenants, gestionnaires jusqu'à intervieweurs de premier niveau, ce ne sera pas évident. Ce n'est pas évident. On a essayé de le faire et la culture est tellement solidement ancrée dans l'atteinte de taux de réponse pour avoir fait plusieurs tests au niveau de la collecte, que ce soit des incitatifs ou des plans d'expérience imbriqués dans les échantillons. La tendance des intervieweurs qui comprennent bien leur contexte, pas le plan de sondage, qui comprennent bien leur contexte, vont utiliser les changements pour maximiser ce qu'ils ont à faire. Et souvent, ça vient mettre du bruit dans ce qu'on essaie d'implanter. Donc, ça va être un effort de conviction qui ne sera pas fait instantanément. En ce qui a trait à la taille de l'échantillon, oui, pour avoir des estimations stables, ça va prendre une certaine taille d'échantillon. Mais la théorie fonctionne avec un échantillon des non-répondants de taille 1. C'est exagéré, mais c'est valide. Mais la variance va être grande. Donc, il faut essayer de trouver un compromis entre taille d'échantillon, de l'échantillon supplémentaire des non-répondants et taille de l'échantillon principal. Tout ça en lien avec le besoin de produire des estimations désagrégées et pour plusieurs variables. Peut-être il va falloir déconnecter certaines parties de questionnaires longs et essayer de trouver quelles sont les variables qui sont en lien avec le fait de ne pas répondre pour inclure ces variables-là, même si elles ne sont pas reliées trop au sujet. Par exemple, je ne sais pas moi, est-ce que les gens ont voté? Est-ce que les gens ont fait des dons? Ce sont des variables qui sont reliées à la participation sociale. Toutes nos enquêtes sociales et ménages ne sont pas à propos de ces variables-là, mais si elles sont fortement reliées avec le fait de répondre ou pas répondre, on devrait les insérer par-ci, par-là pour avoir des points d'ancrage. Et oui, il y a un coût, plusieurs variables. C'était quoi dans le dernier point? J'ai mal noté. C'est si jamais les hypothèses sont pas... oui. Si la conclusion est négative. Oui, oui. Oui, en fait, dans le sens que s'il n'y a pas de biais, dans le sens qu'on découvre que le biais est zéro ou qu'il y a un grand biais? Allô? Quand tu dis négatif, est-ce que c'est qu'on conclut qu'il y a un biais ou qu'il n'y a pas de biais? Non, c'est plutôt si on conclut qu'il y a du biais. Donc on conclut qu'il y a du biais et on dit finalement l'enquête initiale elle est pas bonne. Qu'est-ce qu'on fait? On la jette?
Non, en fait, au minimum, on informe les utilisateurs et les analystes pour que les analystes se servent de la connaissance de ce qu'est le biais pour ajuster leurs conclusions. Dans un monde idéal, lorsque le temps le permet dans la période de collecte, les conclusions tirées de l'enquête des non-répondants serviraient euh, à ajuster l'enquête. Des fois, ce ne sera pas possible en temps réel. Alors, je pense que si posons, position, plaçons-nous dans un contexte futur où, supposons, la plupart des enquêtes font une étude de biais des non-répondants, nous nous retrouverions dans un contexte où l'agence statistique disposerait de beaucoup d'informations sur euh, la différence entre répondants et non-répondants. Et connaissant ça, il pourrait y avoir des ajustements qui sont faits euh, en temps réel dans les enquêtes, un peu de la même façon que la comptabilité nationale fait de la déflation pour tenir compte des prix. Et il y a des enquêtes qui mesurent des choses mensuellement ou trimestriellement, mais il y a des facteurs qui ont été obtenus sur une base temporelle qui n'est pas exactement la même que les enquêtes et on s'en sert pour ajuster. Donc, de façon générale, dans une agence statistique, on pourrait augmenter la connaissance de ces facteurs-là pour s'en servir. Euh, ce serait une façon de faire. On va avoir une autre question dans la salle, mais en attendant Guillaume et le micro, je vais poser ma question. Donc Eric, tu mentionnais dans les pistes à regarder encore, une piste qui est déjà connue, effectivement, c'est de modéliser la non-réponse dans les enquêtes comme une ultime phase de collecte et de continuer à faire ces modélisations. Aujourd'hui, dans nos bases de sondage, on a quand même beaucoup de variables auxiliaires, beaucoup plus qu'avant. Donc est-ce que quelque part, ça permet de revoir un petit peu le taux de réponse de référence sur lequel on s'accrochait pour dire il y a risque de biais ou pas, tu parlais de 95%. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que voilà, même avec 40-50%, vu le nombre de variables auxiliaires dont on dispose dans les bases de sondage, on est mieux à même de modéliser et corriger les biais liés à la non-réponse? C'est un très bon point. J'ai un peu fait abstraction de ça dans mon exposé. Ce qu'on avait ou qu'on visait des 80, 90, 95% il y a 30 ou 40 ans, on avait effectivement bien peu d'informations. Ce qu'on avait, c'est ce qui nous parvenait de la collecte directe sur le terrain. Il fallait avoir de tels taux de réponse. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a à notre disposition pour concevoir le plan de sondage, pour faire le traitement, pour faire les estimations, euh, je crois que le taux de réponse acceptable, ça peut varier. Ça varie évidemment d'un sujet à l'autre, d'une population à l'autre. Euh, il est très concevable que le taux de réponse nécessaire à des estimations valables soit beaucoup plus petit que le temps où on devait tout collecter. Mais je suis d'accord avec ce point-là, mais il va y avoir une défaillance du système à un certain point que je ne connais pas. Et ce qui m'inquiète le plus, ce sont des chocs, comme la pandémie, où on a vu les taux de réponse descendre. Ça pourrait être une brèche dans l'une ou l'autre des agences statistiques qui baisse la confiance du public envers les autres. Ça pourrait être d'autres cataclysmes naturels. Euh, Ça pourrait être des enjeux dans un autre ministère gouvernemental où la confiance envers le gouvernement par la population, même si l'agence statistique a une certaine forme d'indépendance, pourrait être affectée. Alors, si on vogue à 30-40 et tout à coup, il y a une autre diminution significative, euh, jusqu'où allons-nous tolérer ça? J'aime bien Cicéron dans les Catilinaires. Quo etandem abutere Catilina? Je remplacerai Catilina ici par non-réponse. Oui, Guillaume Chauvet, NSAI, tu évoques le fait que la participation aux enquêtes diminue et donc le biais lié à la non-réponse, le biais de sélection augmente. Mais pour pouvoir compenser, il faudrait donc faire ces enquêtes auprès des non-répondants, donc avoir des taux de réponse parmi les non-répondants importants, ce qui pose la question aussi de la qualité de la mesure chez ces non-répondants. Est-ce qu'on ne va pas forcer des réponses qui ne sont pas forcément de bonne qualité? Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque de remplacer un biais de participation par un biais de mesure? Oui, j'en conviens.
Ce que j'ai noté dans plusieurs cas à Statistique Canada, aux États-Unis et dans d'autres agences, c'est qu'une grande partie de la non-réponse n'est pas un refus, mais une difficulté à contacter. Alors, si on augmente les ressources pour l'effort à trouver ces gens-là, au moins, on va pouvoir travailler ça. Et oui, une fois qu'on tombe dans le domaine de conversion de refus, évidemment, ceux qu'on convertit vont possiblement être différents de ceux qu'on ne convertit pas. Et là, on peut entrer dans une autre forme de biais. Euh, mais je considère qu'à mesure que la non-réponse diminue, à mesure que notre dépendance envers les modèles et les hypothèses augmente, il est de notre responsabilité et même, je dirais, de notre devoir de au moins essayer et concevoir des façons de mesurer ce qu'on n'a pas dans notre fichier sous la main. Il y a d'autres questions? Ouais. Oui, bonjour. Moi, je réalise des enquêtes locales. Je ne travaille pas du tout à l'INSEE. Je n'ai pas les super bases de sondage de l'INSEE. Par contre, on a mis en place un peu un procédé, c'est qu'on demande aux prestataires de collecte téléphonique de nous renvoyer que les questionnaires complets. Et ponctuellement, j'ai demandé qu'ils m'envoient tous les questionnaires commencés, pas terminés. Et donc, je me suis dit que ça, quelque part, c'était une partie de mes non-répondants. Et quelque part, c'est pas que c'est gratuit, mais je les facture un peu au prestat, mais comme c'est pas complet, c'est pas du tout le même prix qu'un vrai questionnaire. Et voilà, c'est la seule manière artisanale que j'ai trouvé d'essayer de regarder ce qui se passe. Mais je disais à ma voisine qu'une fois que je vois ce qui se passe, je sais pas trop quoi faire. Donc je suis dans la situation de Pascal. C'est ce que j'ose dire que mon enquête, qui a coûté très cher, finalement, elle ne mesure pas exactement ce que je voulais. Donc c'est bien pour moi parce que je sais où j'en suis. Mais publiquement, je ne sais pas trop quoi en faire après. Merci beaucoup pour la question. En fait, au niveau technique, toute information supplémentaire dont on dispose peut être très utile. Donc, avoir un peu de connaissances, même partielles, sur les réponses incomplètes, ça permet de faire peut-être utiliser des méthodes d'imputation, utiliser des méthodes d'ajustement des poids, un peu plus de modélisation grâce à tout ce supplément d'informations. Donc, plus d'informations, c'est toujours valide. Maintenant, quand on fait une enquête, c'est essentiellement une expérience scientifique où on essaie de contrôler le maximum de facteurs pour laisser que le signal bouger. On veut minimiser le bruit pour pouvoir caractériser le signal. Et dans toute expérience scientifique, ce qui est très important, c'est de donner quelles sont les limitations, quelles sont les limites. Prétendre que nous pouvons conclure sur ABC et qu'on peut conclure seulement sur A est une erreur. Donc, si l'enquête au départ s'annonçait pouvoir faire ABC et que finalement on ne peut que caractériser A et B ou seulement A, ben on le dit et c'est vrai que ça peut réduire l'utilité, ça peut occasionner des critiques sur les coûts, les efforts, mais ça continue d'être scientifiquement valide si on délimite adéquatement le champ pour lequel on peut faire des conclusions valides, ce qui ne nous empêche pas aussi de caractériser les estimations selon un niveau de qualité, par exemple A, B, C, D, E, F, et qu'on ne publie pas ce qui est au-delà d'un certain, en deçà d'un certain niveau de qualité, ou on le publie, mais avec des notes très fortes sur les limites. Très bien. Alors Eric, je pense que tu acceptes encore une dernière question. J'aurais une petite question, sinon on en a déjà posé beaucoup. Alors juste peut-être ton sentiment sur on a beaucoup parlé dans le cadre des journées de méthodologie statistique, des enquêtes multimodes. Et donc finalement, c'est quoi ton sentiment sur, alors quelque part, il n'est pas question de ne pas y aller, mais c'est quand même le fait d'utiliser des modes de collecte où oui, on vise à augmenter les taux de réponse ou les maintenir, mais d'un autre côté, on rajoute une autre source de biais, puisqu'on se retrouve avec à gérer des erreurs de mesure. Donc, quelque part dans ce paysage-là, est-ce que c'est bon, pas bon, ou est-ce que ça crée d'autres problèmes nouveaux du côté du biais? Une autre très bonne question.
Je recule encore à mes premières années. Je me souviens quand on faisait les études pour l'introduction des enquêtes téléphoniques, CATI, là, les enquêtes assistées au téléphone, euh, nous avions multiplié le nombre d'études pour voir quel serait l'effet du nouveau mode de collecte. Et il était un temps où c'était impensable d'introduire un nouveau mode de collecte sans faire toutes les études qui se devaient pour bien comprendre dans quel nouvel univers on s'embarque pour être capable de comprendre et ou d'ajuster si besoin. Et avec le temps, les méthodes de collecte se sont multipliées. On est maintenant dans un contexte multimode où on comprend très bien qu'on veut s'approcher de ce que le répondant veut comme mécanisme. Mais je pense qu'on a un peu laissé tomber, très général, la communauté statistique officielle de façon générale. Je ne pointe personne ni aucun pays ni organisme en particulier, mais je pense que collectivement, on a un peu laissé tomber la profondeur des analyses et le fait de faire des analyses complètes sur ça. Et là, on est rendu avec plusieurs enquêtes qui utilisent plusieurs méthodes de collecte. Il y a peut-être un peu un manquement de... C'est incomplet, les études, parce qu'on a visé beaucoup les taux de réponse. Et si on se rapporte à mon acétate là, sur biais au carré, variance, on a toujours travaillé à essayer de réduire la variance, augmenter l'échantillon, aussi parce qu'on a besoin de produire des estimations désagrégées. C'est pas non négligeable. Mais ce que je prône, c'est un peu un retour à l'exactitude, et ça, c'est relié à une meilleure compréhension du biais. Et je pense que sans dépenser des millions de dollars, des millions d'euros à faire des études d'effets de mode, il y a un compromis à faire pour rebalancer l'effort entre minimisation de la variance et minimisation du biais potentiel. Très bien. Merci beaucoup, Éric, pour ta présentation et ta participation au JMS. Merci. Merci beaucoup.